Alors que l'hypothèse de la présence du Front National au second tour de la présidentielle dans 8 mois se renforce, un journaliste a enquêté sur le vote des électeurs frontistes. Il a voulu savoir et comprendre comment et pourquoi certains électeurs choisissent de voter pour le mouvement nationaliste. L'auteur de cette enquête est avec nous aujourd'hui, c'est notre invité du jour. Antoine Baltier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir au Figaro nous parler de votre livre qui paraît ce jeudi 8 septembre en librairie. Pour des raisons de sécurité, on va le préciser, vous ne souhaitez pas qu'on montre votre visage à l'antenne. Pour cette enquête qui s'appelle « Comment devient-on électeur du Front National ?», vous avez recueilli les témoignages d'une trentaine d'électeurs du Front National. D'abord, comment vous avez choisi toutes ces personnes que vous avez interviewées ? Mon objectif, quand je les ai choisis, mon objectif c'était d'avoir un maximum de diversité dans les profils, à la fois au niveau professionnel, au niveau culturel, voilà, essayer d'avoir le panel le plus complet possible. Vous les avez trouvés comment ? Alors le point de départ, ce sont les réseaux sociaux. Alors, tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux, mais disons que c'est quand même ça s'est largement démocratisé, donc ça a été comme un point de départ. Et à partir du moment où il y a eu un premier contact sur les réseaux sociaux, à partir de là, j'ai proposé une interview. Et ensuite, voilà, on a fait une interview suivant d'ailleurs les modalités qui les arrangeaient eux. L'objectif étant qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Alors justement, ils vous ont parlé extrêmement librement, sans réserve. Comment vous avez obtenu cette confiance ? Alors, je tiens absolument à préserver leur anonymat. Enfin, voilà, s'ils veulent rester cachés, l'objectif c'est qu'ils soient à l'aise. Donc vraiment, pour une partie d'entre eux, ils ne m'ont pas donné leur nom, ils ne m'ont pas donné leur prénom. Ils souhaitaient vraiment être restés cachés, et je comprends tout à fait. Et mon objectif, c'était qu'ils puissent dire vraiment le fond de leurs pensées, même des choses qui étaient illégales, même des pensées qui tomberaient sous le coup de la loi. Voilà. Et donc, oui, ils se sont livrés librement, vraiment, pendant les interviews. Les interviews ont duré, pour les plus courtes... Plusieurs heures, certaines fois. Hein. Plus de 4 heures pour certaines, oui. Donc il y avait vraiment, chez certains, une volonté de parler, vraiment une volonté de dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Vous vous intéressez à l'extrême droite depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus surpris à l'issue de l'ensemble de ces entretiens ? Alors, j'ai pas été surpris, par exemple, par un discours raciste. Ça, je m'y attendais. Ce qui m'a le plus interloqué dans cette enquête, c'était vraiment l'aspect diversifié des électeurs que j'ai rencontrés. Alors il y a vraiment de tout, c'est vraiment ça qui m'a interloqué. On sort de la binarité ou du noir et blanc. Enfin, on rentre vraiment dans des profils nuancés dans lesquels il va y avoir des petits éléments qui vont amener jusqu'au vote FN. Voilà, on n'est plus dans la caricature. C'est ça que vraiment l'élément qui m'a le plus interloqué, on va dire, dans cette enquête. Pour certains, le basculement vers le vote Front National s'est fait suite à un événement particulier. Ça peut être effectivement le traité de Lisbonne en 2009, qui est considéré par certains comme une trahison vis-à-vis du nom qu'ils avaient mis au traité de Maastricht en 2005, ou on peut penser plus récemment aussi aux manifs pour tous, qui ont vu basculer les votes de certains catholiques pratiquants. Oui, effectivement. Alors le traité de Lisbonne, alors là, pour le coup, dans les entretiens, on ressent vraiment de la colère, même de la haine, vis-à-vis de ce qu'ils voient vraiment comme une trahison. J'en ai un des électeurs que j'ai interrogé qui me disait que le contrat social avait été déchiré. À partir de là, il se sentait plus retenu par la classe politique, et à partir de là, il est parti ailleurs. Et, voilà. Et pour un grand nombre d'électeurs, parmi ceux que j'ai interrogés, ça a été vraiment un basculement. Il y a vraiment un avant et un après. Voilà. La Manif pour tous aussi a joué un rôle, effectivement, dans le basculement d'une partie de l'électorat catholique, dont on voit bien, effectivement, que durant ces dernières années, il y a eu un rapprochement vers le Front National. Moi, je pense que la raison principale, c'est que dans ces manifestations, il y avait des gens de tout horizon, et y compris des horizons extrêmement radicaux, de la droite, des mouvements identitaires. Et tout ce mélange-là a favorisé, à mon sens, le basculement.
On s'aperçoit qu'en revanche, chez beaucoup d'entre eux, si ce n'est la majorité d'entre eux, on retrouve un rejet, si ce n'est une détestation de l'islam et une peur de l'immigration qui tourne parfois à l'obsession. Ah oui, ça c'est très clair. La haine de l'islam, elle est là. Alors, moi, je tiens vraiment à préciser, c'est pas tous les électeurs. Oui. C'est pas tous, mais voilà, ce discours-là revient quand même très régulièrement. Très souvent. Ça revient très souvent. Effectivement, il y a une peur de l'islam. Ils ont une vision extrêmement caricaturale de l'islam. Ils la voient comme une religion monolithique, par nature meurtrière, par nature violente. Et voilà, ils rejettent en bloc. D'ailleurs, très souvent, ils font, alors je ne vais pas dire tous, mais une partie d'entre eux vont faire une sorte de pot pourri où ils vont mettre un peu tous les problèmes qu'ils associent à la banlieue. Alors ça va être la petite délinquance, ça va être les agressions, ça va être l'islamisme, et ils vont tout mêler ensemble. C'est vraiment quelque chose qui va revenir très souvent. Et la peur de l'immigration, dont je disais qu'elle vire parfois à l'obsession, elle est extrêmement prégnante aussi dans les entretiens que vous avez avec eux. L'impression qu'effectivement, il va y avoir une invasion. Certains parlent d'invasion, et puis du grand remplacement. Ouais, c'est un mot qui revient effectivement très souvent, c'est cette peur du grand remplacement. Il y a... alors, je mettrai quand même une petite nuance. Oui. C'est pas l'immigration qui leur pose problème. Dans l'immense majorité des cas, c'est l'immigration africaine. C'est très clair dans les entretiens. L'immigration européenne, j'ai pas vu un seul qui trouvait quelque chose à dire sur cette question-là. D'ailleurs, une bonne partie de ceux que j'ai interrogés étaient eux-mêmes issus de l'immigration européenne. Espagnole, italienne, effectivement, ou allemande. Donc c'est vraiment... il y a une question de couleur de peau, il y a une question de religion, de culture. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que se passe le rejet. Vous écrivez que le racisme, vous en parliez tout à l'heure, constitue le fil rouge de cette enquête. Parfois, il ne dit pas son nom et certains n'en ont même pas conscience que les propos qu'ils tiennent sont extrêmement racistes. Comment vous expliquez ce déni ? Ah oui, alors effectivement, là, il y a un vrai déni. Alors, je pense que ça ne doit pas être très valorisant de se percevoir soi-même comme raciste, mais les entretiens sont quand même pour certains extrêmement explicites. Et là, il n'y a pas de doute, il s'agit vraiment de racisme, pour certains même de racisme obsessionnel. Là encore, je tiens à préciser, tous les électeurs que j'ai interrogés ne sont pas racistes. Voilà, ça c'est... mais effectivement, le racisme était quand même très, très, très présent. Pour une grande partie, on s'aperçoit que c'est aussi la façon de s'informer qui agit aussi sur la façon de voter. Et en particulier, leur propension à se rendre sur des sites autoproclamés de réinformation qui servent souvent pour eux de référence. Ah oui, alors là, ça a été aussi une grosse surprise de cette enquête, l'importance de la fachosphère, sur l'ensemble des sites d'extrême droite. Alors, au départ, il y a quand même un désamour, on va dire, entre ces électeurs du Front National et la presse classique. Ils ne se sentent pas représentés, ils se sentent caricaturés, ils se sentent rejetés. Ils ont l'impression aussi que cette presse cache la vérité. Donc, du coup, à partir de là, une partie va se replier sur des sites qui vont nourrir leurs propres obsessions. Voilà. Parfois, ils n'ont même pas conscience du côté extrémiste de certains sites qu'ils consultent ou de l'information biaisée qu'ils peuvent y trouver. Je peux penser au site Spoutnik que vous citez à un moment donné et sur lequel l'électrice n'a pas conscience de qui est derrière ce site et s'en sert comme référence à toute information qu'elle lit. Oui, il y a chez une partie des lecteurs que j'ai interrogés un manque complet d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes les informations qu'ils peuvent trouver sur Internet pour argent comptant. Et donc, cette électrice dont vous parlez, elle prend aussi le Gorafi au sérieux. Donc, on va préciser que c'est un site parodique du Figaro. Voilà. Et donc, on peut trouver ça marrant, mais c'est effrayant, au final. C'est absolument effrayant. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est totalement perméable à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, dans la suite de l'interview, elle m'explique qu'elle croit au nouvel ordre mondial, qu'elle est persuadée que dans quelques années, la France sera entièrement musulmane. Donc, elle est perméable vraiment à toutes les rumeurs, à toutes les canulars qu'on peut trouver. Et au final, ça la rend paranoïaque.
parce que cette personne-là, elle a renoncé par exemple à aller au cinéma, elle a renoncé à prendre le train par peur des attentats. Voilà. Donc il y a vraiment... C'est une peur qu'elle entretient justement en se rendant sur ce type de site. Votre enquête révèle que ces électeurs ont des attentes très diverses et des attentes qui sont parfois totalement à l'opposé du programme économique ou social du Front National. Comment vous expliquez ce décalage ? Moi, je pense qu'il y a une sorte de petite une gymnastique mentale. Oui. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'il y a un décalage entre leurs attentes et ce que propose le Front National, mais ils se disent, au final, voilà, le Front National sera obligé d'arriver à ce que je propose moi. Et on arrive à des choses qui sont effectivement totalement caricaturales, où vous avez les opposés, c'est-à-dire du souverainiste au pro-européen, du plus libéral au plus enfin une pensée sociale, on va dire, oui. Se retrouvent et sont persuadés en même temps que le Front National va véritablement appliquer leurs idées à eux. Et ils n'en ont pas conscience. Et ils n'ont pas conscience qu'il y a cette diversité au sein de l'électorat FN. Dans leur ensemble, leur décision de voter Front National paraît irrévocable. On arrive à un point de non-retour en ce qui concerne la majorité d'entre eux. Est-ce que vous pensez tout de même qu'un revirement de leur vote serait possible et à quelles conditions dans ce cas-là ? Alors, je pense que ça dépend vraiment des électeurs. Alors, il y a des électeurs qui votent Front National par dépit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas adhérer au corpus idéologique de l'extrême droite. Ils vont voter en espérant que ça soit mieux. Voilà, une sorte de... voilà. Et donc, ces gens-là peuvent retourner dans le camp républicain si jamais il y avait un candidat qui représente un vrai renouveau. Là, pour ces électeurs-là, il y a vraiment une possibilité. Pour les électeurs qui sont obsédés par la question identitaire, qui sont obsédés par la question du grand remplacement, je ne pense pas que ces gens-là... alors, c'est toujours des possibilités, mais dans l'absolu... Enfin, a priori, ça paraît très compliqué pour ces gens-là de revenir vers le camp républicain. Merci beaucoup Antoine Baltier pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comment devient-on électeur du Front National ?» et c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci. Merci à vous.